Bonjour à toutes et tous, et merci à tous ceux qui sont restés cet après-midi. Et j'en profite aussi pour remercier les organisateurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de travaux qui sont très récents, qu'on a débuté juste l'année dernière. Travaux qui impliquent 3 équipes, donc notre laboratoire Editem, le laboratoire d'écologie alpine et le laboratoire Cartel. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement donc les résultats du couplage de l'analyse du pollen. Et on est 3 palynologues impliqués dans l'affaire, Élise Doyen, David Etienne et moi-même, et 2 spécialistes, si je puis dire, de l'ADN sédimentaire, qui sont Charline, que vous avez vu ce matin, et Ludovic Gély. Et le reste de l'équipe nous a permis de réaliser les carottages, du reste de l'équipe d'Editem, les carottages d'études sédimentologiques et chronologiques. Voilà. Donc l'idée, ce que je vous propose, c'est d'essayer de reconstruire 2000 ans d'histoire de l'environnement en Savoie, donc dans l'avant-pays savoyard, c'est-à-dire tout à l'ouest de la Savoie, via la séquence lacustre du lac d'Aiguebelette. Alors voilà, très rapidement, le lac d'Aiguebelette, il se situe à l'ouest du massif de l'Épine. Vous voyez que c'est vraiment la bordure du massif des Alpes. C'est un lac donc périalpin qui fait quand même 5,45 km² de superficie, donc c'est un assez grand lac qui est notamment connu pour la présence de sites palafitiques. Alors, les sites palafitiques, c'est des sites qui sont aujourd'hui émergés, un petit peu comme comme les lacs, les sites néolithiques retrouvés sur les lacs de Chalin ou de Clairvaux. Donc on a 2 sites principaux à Aiguebelette, dont un qui a fait l'objet d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est le site de Beaufort. On a de nombreux autres témoignages d'occupation, ici antique et bronze, etc., etc. Et là, ce sont des occupations qui ne sont pas dans le bassin versant, mais exclusivement en subaquatique. Donc on imagine encore ce qu'on pourrait trouver dans le bassin versant. Donc ce qu'on propose, nous, c'est d'étudier la séquence lacustre, la séquence de ce lac, pour reconstruire justement l'histoire des activités agropastorales qui se sont déroulées dans le bassin versant de ce lac au cours du temps, et notamment depuis le néolithique, vu qu'on a déjà des sites néolithiques sur le pourtour. L'intérêt d'un lac périalpin, c'est que par rapport là, l'idée, c'est d'avoir un lac à assez basse altitude qui nous permet évidemment de traquer les indices de pastoralisme, mais aussi la culture de la terre avec les céréales, les vergers, les potagers, etc., etc. On a fait des premiers carottages pilotes en novembre 2016 dans les 3 principales fosses que vous voyez ici, qui nous ont permis un petit peu de comprendre un petit peu la nature des sédiments qu'on avait dans ces 3 fosses, ce qui nous a ensuite encouragé à carotter 2 points profonds, donc 2 carottages profonds, pardon, un premier dans cette fosse-là que je ne vais pas du tout vous présenter aujourd'hui, et un deuxième dans cette fosse-ci qui est donc à 72 mètres. Donc c'est un carottage qu'on a fait avec la nouvelle barge du C2FN. On a carotté par 72 mètres de fond, et donc on a tiré 15,60 mètres de sédiments qu'on a triplé pour avoir beaucoup de matériel. Et en fait, pour le moment, on en a ouvert 9,60 mètres sur 15,60 mètres. On a déjà 11 dates, et 14 reçus, on en attend 8 autres. On a les radioéléments sur le sommet pour caler les périodes récentes. Et vous voyez, l'intérêt de cette séquence, c'est qu'elle est intégralement laminée, on pourrait même dire varvée. Et c'est ce qu'on voit ici. Et en tout cas, sur toute la période qu'on suppose être pour le moment Holocène, compte tenu des dates qu'on a obtenues, on a quelque chose qui est varvé comme ça. Bon, en tout cas, c'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que ces carottes-là sont trop fraîches, si je puis dire. On n'a pas eu le temps de travailler encore dessus. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on a réalisé sur les carottes pilotes qu'on avait collectées en amont, donc celles que je vous ai montrées au début. Donc sur 2,50 m de séquence, le sommet de la séquence. C'est pour ça qu'on a environ 2000 ans de séquence. Voilà la stratie. On a réalisé sur ce petit bout de séquence 4 premières C14. On a donc les radioéléments au-dessus qui nous permettent de caler les événements comme Tchernobyl et les retombées des essais nucléaires, ce qui nous permet de comparer cette chronologie avec nos comptages des lamines, et on retombe très bien sur nos pattes, c'est-à-dire qu'on a vraiment des lamines annuelles. On a fait également un petit test en prenant l'âge modélisé en face de 2 dates radiocarbone.
pour lesquels on a donc 406 années d'écart, et si on compte les lamines de façon déjà tout à fait préliminaire, parce qu'on va le faire beaucoup plus proprement par la suite, on tombe sur 410 lamines, ce qui est déjà un beau score. Voilà, donc j'ai un peu triché dans le titre, j'ai mis 2000 ans d'enregistrement, mais on a 1800 ans d'enregistrement. Sur ces premières carottes pilotes, on a donc réalisé les analyses que vous voyez ici. Celles qui sont en vert sont celles qui ont déjà été réalisées. Et ce qui est en blanc n'a pas encore été réalisé. Et moi, je vais exclusivement aujourd'hui vous parler donc de pollen, d'ADN environnemental, et puis un tout petit peu de spores, de champignons coprophile pour tracer le pastoralisme. Donc voilà le diagramme Pallino semi-complet, si je puis dire, avec donc 48 échantillons pour 1800 ans. Donc on a une assez bonne résolution. On va sans doute s'arrêter là dans l'analyse palynologique. Je vais passer sur quelque chose d'un peu plus synthétique après pour que ce soit plus lisible. Donc une histoire de la végétation, de la forêt, et je vais tout de suite vous le comparer avec l'enregistrement du lac de Paladru, vous voyez, qui n'est pas très loin, quelques dizaines de kilomètres du lac d'Aiguebelette. Voilà les deux séquences. Et là, je pense que vous voyez immédiatement, même si vous n'êtes pas palynologue, qu'on a une histoire qui est extrêmement similaire. Vous voyez ici le hêtre en gris, avec la même chrono de déclin, même l'aulne a une évolution très similaire d'un lac à l'autre, le noisetier. Vous voyez le chêne ici en vert clair, pareil, avec une histoire très proche. La culture du noyer, du châtaignier, etc., etc. Le chanvre aussi, la même chronologie. Donc là, vous pourriez me dire, mais quel intérêt d'aller recarotter un lac si près de Paladru si on retrouve exactement la même séquence? Et en fait, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a la même séquence? Parce qu'on a un énorme signal régional pollinique de la végétation, c'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, on enregistre uniquement la pluie pollinique régionale et donc la végétation à l'échelle régionale. Ou est-ce qu'on a des histoires, des trajectoires de la forêt, mais également des agrosystèmes similaires sur les deux sites? Et en fait, c'est ce que je vous propose de faire rapidement aujourd'hui, c'est d'aller voir avec Belette, en utilisant l'ADN qui est un meilleur marqueur à l'échelle locale, un petit peu comment on peut distinguer ces deux, préciser un peu ces histoires. Alors voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Là, vous avez une comparaison des données pollen en pourcentage à gauche, des données ADN à droite. Les données ADN, elles sont représentées de telle manière que là, c'est le nombre de réplicats dans lequel on a trouvé le taxon en question. Et la pastille, là, plus elle est grosse, plus on a trouvé de nombre de séquences qu'on peut assigner à ce taxon dans l'échantillon. Donc on a 2 indicateurs de quantité de molécules d'ADN pour un taxon, pour chaque échantillon. Et qu'est-ce qu'on voit? On commence par nos 2 arbres cultivés. Vous voyez qu'on a une assez belle cohérence entre le signal pollen et le signal ADN, en chrono comme en évolution. Donc ça marche relativement bien pour nos arbres cultivés. Par contre, pour ce qui est des arbres de la forêt, c'est moins évident. Vous voyez, le sapin, par exemple, on a quelque chose qui est relativement anticorrélé. Donc on a une histoire qui, si on s'était contenté de l'un ou de l'autre, on aurait raconté une histoire complètement différente, évidemment. Pour ce qui est du hêtre, c'est pareil. Vous voyez que là où le pollen nous indique une abondance de hêtre et un déclin du hêtre, l'ADN aurait plutôt tendance à nous montrer une expansion de cet arbre. Pour l'aulne, c'est pareil, on a une histoire qui va vers le déclin via le signal pollen, alors qu'en réalité, on a ici une saturation entre guillemets du signal ADN avec de l'aulne en permanence. Donc là, si on n'est pas linologue et qu'on ne veut pas écouter l'ADNologue, on dit moi, à Paladru, j'ai le même enregistrement pollinique, donc c'est le pollen qui raconte l'histoire et c'est l'ADN qui est sans doute qui ne fonctionne pas. Mais si on prend un tout petit peu de recul et qu'on se repose la question justement de qu'est-ce qui est à l'échelle régionale et qu'est-ce qui est à l'échelle du bassin versant, il y a sans doute quelque chose à creuser, c'est-à-dire qu'il n'y en a ni l'un qui a complètement raison, ni l'autre. Enfin, voilà, il y a sans doute un message à tirer des deux marqueurs, mais qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a lancé une thèse où justement on compare sur des tops de carottes, sur 25 lacs, sur 5 à 8 carottes par lac, le pollen, l'ADN, avec la cartographie de la végétation dans les bassins versants, donc sur 25 lacs, pour essayer de voir justement quand est-ce que le pollen et l'ADN sont les plus révélateurs de la végétation du bassin versant et à l'échelle régionale, du coup, pour le comparer. Alors voilà l'histoire agro-pastorale cette fois, on va essayer d'aller assez vite. Donc enregistré via le pollen, excusez-moi.
Donc qu'est-ce qu'on voit de façon un peu simpliste? Là, on a une hausse des activités agropastorales. Vous voyez ici, on a les céréales, on a un bon pic modéré quand même, de champignons coprophiles qui montrent l'intensification du pastoralisme, et on a une forte décroissance du taux d'arbres. Et si on va voir dans la séquence d'ADN, pour cette même période, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'augmentation du noyer, et surtout, on a les premiers signes des vergers. Et ça, c'est un résultat qu'on n'aurait pas du tout pu obtenir avec l'étude du pollen, parce qu'avec le pollen, on ne peut pas identifier le prunier et le pommier. Donc en fait, c'est vachement intéressant dans ce cas-là de pouvoir avoir les deux marqueurs, parce qu'avec le pollen, on voyait qu'il y avait une anthropisation, mais avec l'ADN, on voit qu'une part de cette anthropisation, c'est les cultures en verger, qu'on n'aurait pas du tout pu déceler avec le pollen. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'identifie pas cet axon avec le pollen. Et la deuxième, c'est que ce sont des arbres qui se reproduisent avec les insectes et dont on retrouve peu les pollens dans les sédiments lacustres. Suite de l'histoire, on a un déclin agricole avec une reforestation relative. Et puis une explosion des activités agricoles, vous voyez, avec la culture du chanvre. Ça, c'est le signal du ruissage dans le lac. On a également l'expansion des céréales, on a la culture qui s'étend très nettement du noyer et du châtaignier, et une décroissance très nette de la part de la forêt. Là, vous avez ici, c'est la représentation du noyer et du châtaignier cumulé, donc la forêt naturelle, entre guillemets, est limitée à cette courbe. Et un signal très fort d'augmentation du pastoralisme à l'échelle du bassin versant. À ce sujet-là, on s'est permis de comparer la quantité d'ADN du taxon Rumex, qui est un bon indicateur de plantes rudérales, et avec justement la courbe d'intensité du pastoralisme. Et vous voyez qu'on a un signal qui est quand même pas inintéressant. Mais ça, c'est encore à fouiller. Oui, donc on revient à l'ADN ici, à la séquence ADN plus complète. Vous voyez qu'on a également ici un déclin de nos vergers, au moment où on avait un déclin également enregistré dans le pollen des activités agricoles, et puis une explosion pareille des activités, donc un retour des vergers, et surtout le même signal, culture du chanvre, enfin ruissage du chanvre. Et ce qui est très sympa ici, qu'on n'aurait de même pas pu obtenir avec le pollen, c'est qu'en fait on est en plein Moyen-Âge, et là on arrive avec l'ADN à identifier... Excusez-moi. On arrive à identifier les légumineuses cultivées par les gens au Moyen-Âge, un résultat qu'on n'aurait pas pu obtenir pour les mêmes raisons que tout à l'heure avec les vergers, avec le pollen. Donc ça, c'est assez sympa. Dernière étape de notre histoire, la déprise agricole, avec, vous voyez, un retour de la forêt, une diminution des herbacées, des poacées, et puis une quasi-extinction de la culture du chanvre avec le changement de production des textiles, évidemment. Une diminution également de la pression pastorale, et puis vous voyez ici la diminution très nette de la culture du noyer et du châtaignier. Et quand on va voir la séquence ADN pour cette période-là, on voit quoi? On voit que on a un déclin aussi du chanvre, également de la culture du sarrasin, mais qu'on n'avait pas eu précédemment. Nos cultures médiévales ont tendance à disparaître. Mais ici, on voit quoi? On voit l'introduction, enfin pas l'introduction parce qu'il n'a pas été introduit à ce moment-là, mais l'arrivée des potagers tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec des haricots verts, des betteraves, du céleri, des cardons. Enfin, voilà un résultat qu'on n'aurait jamais pu espérer obtenir avec l'ADN. Il est temps? Vous n'avez pas... J'ai pas eu de pancarte? Ah, je les ai pas vus, pardon. Eh bien, la dernière diapo, je ne vais pas vous la montrer. En fait, elle s'adresse surtout aux palynologues. D'accord, on va passer aux questions. C'est simplement pour vous montrer que d'habitude, avec le pollen, on identifie poacées et céréales au sein de cette grande famille des poacées, et qu'avec l'ADN, on arrive à une diversité taxonomique plus intéressante. Et surtout, on a quelque chose d'assez sympa ici avec les roseaux, où justement, bien souvent, avec le pollen, on se demande souvent si le roseau ne contribue pas justement à ce qu'on pourrait imaginer être des prairies. Et là, vous voyez que c'est pas inintéressant parce que ça pique de façon assez contemporaine. Voilà, j'en viens aux questions, sans passer par la conclusion, si quand même. Conclusion, on a une excellente complémentarité de nos deux marqueurs. Voilà. Et comme je l'ai dit, en termes de taxonomie et en termes de représentation des plantes plutôt entomogames avec l'ADN, et une meilleure évidemment avec le pollen des plantes anémogames. Et on arrive à reconstruire comme ça une histoire assez détaillée. Voilà. Merci, excusez-moi.
Heureusement que j'ai pas mis de perspective. Hein. Donc tu voulais pas de questions, Erwan? Alors il y en a quand même une. Question de Béotienne. Pour l'ADN, est-ce qu'au niveau de tout ce qui est, par exemple, le chêne, on peut aussi identifier les lignées? Oui. Pardon. À ce stade, nous, on fait absolument pas de... En fait, selon les taxons, on peut être plus ou moins précis. Finalement, c'est un peu comme avec le pollen. Il y a des taxons sur lesquels on va aller à l'espèce, des taxons on va s'arrêter au genre. Et là, pour le moment, on a Quercus. Basta. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, Christian pourrait vous en parler. Là, en fait, on a déposé un sujet, on pense à un sujet de thèse parce que sur toute la séquence, c'est plein d'homogénites qui pourraient être des traceurs de sismicité, effectivement. C'est-à-dire que c'est super laminé, puis d'un coup, pop, on a une belle homogénite, et etc., etc. Et du coup, on va pouvoir les caler chronologiquement super bien avec ces lamines. Ah, il y en a plus d'une, ouais. Alors là, c'est les 2,5 premiers mètres, et dans les 2,5 premiers mètres, il y en a déjà une très belle, ouais. Je m'arrête là ou...